People who can't be here physically to follow it. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui au CRDI. Il y a une traduction simultanée qui est disponible. Les écouteurs sont disponibles dans la salle et mes collègues à l'externe pourront vous aider avec cela. So, welcome to IDRC. Alors, bienvenue au CRDI et merci d'être des nôtres cet après-midi. Les services d'interprétation simultanée sont offerts. Les écouteurs se retrouvent en arrière de la salle. Rami Khoury est notre invité. Je m'appelle David Malone et c'est un privilège pour moi de travailler ici au CRDI. Rami et moi, nous sommes d'anciens amis. J'habitais autrefois en Jordanie où il était bien énergique et bien courageux. Il était rédacteur du Jordan Times, journal anglais de très bonne qualité. Alors, c'était le rédacteur à l'époque. C'est la personne qui savait tout ce qui se passait. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas publier, mais il connaissait ses faits, lui, ainsi que sa femme avait des liens avec le Canada. C'était de bons amis là-bas en Jordanie et ça ne m'étonne pas de voir que sa carrière a été brillante depuis là. Et par la suite, il a eu une maison d'édition en Jordanie pendant plusieurs années et comme plusieurs Jordaniens, comme certains que nous, Marvin Washer, et d'autres que nous avons reçus depuis un certain temps. Il est allé à l'étranger. La Jordanie est un très beau pays, mais c'est un petit pays. Et les gens talentueux, souvent, doivent quitter leur pays temporairement, dans certains cas. Et il s'est donc rendu à Beyrouth, où il était rédacteur du Daily Star, un journal important à Beyrouth. Et si vous suivez les médias, le contenu du Daily Star est bien syndiqué dans le monde arabe et à l'extérieur, surtout dans le golfe Persique. Et la qualité particulièrement des avis de la page éditoriale est exceptionnelle. Et Rami était auteur et chroniqueur politique et rédacteur. À la surprise de ses amis, même s'il a plusieurs diplômes d'université, qu'il siège au conseil de plusieurs établissements universitaires très bien connus. Il est ensuite s'est rendu à l'Université américaine de Beyrouth. Comme vous savez, c'est un établissement unique à plusieurs égards qui réunit la crème de la crème du monde américain et du monde arabe au plan intellectuel, au plan du capital et aussi de ses démarches institutionnelles. C'est un heureux mariage des deux. Et Rami est devenu directeur de l'Institut Sam Farrett et des affaires internationales. C'est une nouvelle entreprise sur le campus. Et si vous connaissez le campus de l'AIUB, vous savez que ce qui va changer le visage de cet établissement, et c'est un très bel immeuble que l'on érige en ce moment sur le campus qui a été conçu par l'architecte Zaha Hadid de réputation extraordinaire et ce sera bien emballant de voir que cet édifice-là sera terminé dans un an et demi, je crois. Et par la suite, l'Institut y logera et ce ne sera pas tout simplement un institut de réflexion comme à l'heure actuelle, mais donnera un cours au niveau de la maîtrise et peut-être même au niveau doctorat. Alors, Rami s'est entouré de collègues de haut calibre cet institut et ça devient un endroit très intéressant dans le monde arabe. Mais Rami, sans vous, rien de cela ne serait possible. C'est un privilège pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui, pour nous parler
du printemps arabe, la lutte pour le pouvoir, et ensuite vous pourrez répondre aux questions, commentaires de la part de l'auditoire. Rami nous fera part de ses remarques. Ensuite, il y aura un échange avec vous qui êtes assis dans la salle. J'espère que les gens dans ce coin de la salle, vous le verrez à l'écran. Mais l'après-midi sera fort intéressante, alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme tous les diplomates, il exagère un peu, mais je suis très heureux d'être ici and I'm very happy to be with you. Thank you. Très heureux et merci de m'avoir invité. Je partagerai avec vous mes pensées sur les activités de la région et les conséquences, les causes et ce qu'ensemble nous pouvons faire pour bien analyser la situation de façon précise, honorable et utile également pour toutes les parties concernées. Il y a de cela environ 6 mois que Kamikaze s'est immolé dans une ville en Tunisie. Et depuis 6 mois, il y a eu toute une série de développements dans cette région dans le monde arabe où il y a plusieurs gouvernements qui se sont effondrés et d'autres qu'on a contestés. Il y a des guerres actives entre les gouvernements et le peuple, une intervention internationale en Libye, toute une série d'événements. Et c'est presque impossible, lorsqu'on suit ces événements, d'être à l'affût de ce qui se passe. Il se passe tellement de choses dans plusieurs pays, et cela simultanément. Mais il est important de prendre un peu de recul de ces développements quotidiens pour essayer de déceler des tendances et d'analyser ce qui se passe de la façon la plus exacte et précise possible, sachant que c'est un processus en évolution et qu'il a fallu 500 ans pour le monde occidental de passer à la Magna Carta, à la révolution. Alors c'est bien lent. Il faut attendre longtemps pour quelque chose, les choses qui sont bonnes, et la démocratie en est une, et la démocratie évolue toujours dans le monde occidental. Mais il y a des tendances qui se profilent, des similitudes, et partout dans la région. Et d'abord, selon moi, il y a 4 éléments d'analyse sur lesquels nous devons nous pencher lorsque vous réfléchissez à un pays arabe, le Bahreïn, la Libye, la Syrie, le Maroc ou autres. Il y a ces 4 facteurs dont on doit tenir compte. En premier lieu, c'est le niveau du citoyen, les hommes et les femmes individuels, les citoyens individuels du monde arabe. Et c'est peut-être la chose la plus importante qui s'est produite dans cette révolte arabe. Et moi, j'appelle ça la révolte arabe. Le printemps arabe, c'est beaucoup trop faible. C'est une expression qui nous vient de l'Occident. Dans le monde arabe, on appelle ça la révolution. En Égypte, ils parlent d'une révolution, et en Syrie, ils parlent d'une révolution. Et je pense que révolution est trop fort, à mon avis. Moi, j'appelle ça la deuxième révolte arabe. La première, c'était contre les Ottomans et les Anglais et les Français, il y a de cela une centaine d'années. Les citoyens, disais-je, le citoyen moyen arabe, maintenant comparu pour la première fois sur la scène de l'histoire. Et les gens ont des droits, les gens qui ont des aspirations et des gens qui ont le pouvoir pour aller dans ces sociétés, pour apporter le changement. Le deuxième niveau, c'est la citoyenneté. Les citoyens dans leur ensemble, un groupe de citoyens qui ensemble, dans ce cas, ont été dirigés par des jeunes, mais qui reflètent des sentiments de citoyens de tout âge. Et cette citoyenneté arabe
a réuni plusieurs pays arabes où l'opinion publique importe, alors que dans les 50-60 années, l'opinion du public arabe était sans importance, que croyaient les citoyens. Enfin, en fait, ne réussissaient pas à changer les choses. Alors, la citoyenneté est le deuxième niveau d'analyse. Le troisième niveau, c'est l'État. L'État, le gouvernement, l'élite au pouvoir, moi j'appelle ça tout simplement l'État. Et ce qui est important de tenir compte à ce niveau, c'est que nous sommes témoins de changements par rapport à la façon dont on obtient le pouvoir, on l'exerce, et également la façon dont les politiques gouvernementales et les sentiments de l'opinion publique interagissent et de façon idéale coïncident, comme ça doit être dans une démocratie. Ce que fait le gouvernement et ce que croit l'opinion publique, les deux doivent coïncider. Le quatrième niveau, qui, en fin de compte, sera le niveau critique, à mon avis, quant à la définition de tendance à long terme, c'est le contrat social. Il est important de comprendre que le contrat social, ce n'est pas tout simplement un mécanisme qui permet aux dirigeants et aux personnes qui sont dirigées, aux citoyens d'avoir une certaine compréhension, mais un contrat social qui a une dimension morale quant aux droits et aux responsabilités de l'État et des citoyens. Et ces quatre niveaux, les citoyens, la citoyenneté, l'État et le contrat social, à mon avis, sont des éléments critiques, des éléments généraux dont on doit tenir compte dans chacun de ces pays. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette révolte? Pourquoi est-ce que le 17 décembre, dans une ville tunisienne, pourquoi est-ce que cette personne s'est immolée, Manuel Bessizi, en guise de protestation? Je crois que, en bout de ligne, si on veut comprendre, et partout dans le monde arabe, pourquoi il y a cette révolte et pourquoi tant de personnes dans la région risquent leur vie pour contester contre le gouvernement, et dans plusieurs, souvent, ils perdent leur vie. Quel est le moteur de ce processus incroyable? À mon avis, à mon sens, c'est ce point critique où les besoins matériaux et les sentiments intangibles se réunissent dans la vie des gens. Les besoins matériaux, cela signifie, est-ce qu'on a de l'eau potable? Est-ce qu'on a les moyens de s'acheter une maison ou de se marier? Est-ce qu'on a un emploi? Si vous avez un emploi, avez-vous gagné suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille? Avez-vous une éducation, des soins médicaux, des choses bien pratiques? Les citoyens semblent penser que c'est un service normal que le gouvernement devait leur offrir, que c'est leur droit, comme vous avez ces droits ici au pays, mais ces besoins matériaux, on ne les vécu pas seuls, parce qu'il y a beaucoup de gens pauvres. Il y a des gens qui sont mal logés, mauvais soins médicaux. Mais alors lorsqu'il y a une révolte et leurs besoins matériaux qui ne sont pas auquel on ne répond pas, lorsque ça coïncide avec un niveau d'indignité politique, la déshumanisation, l'oppression, la subjugation, l'exploitation, de l'abus de pouvoir, peu importe l'expression que l'on utilise, lorsque les éléments intangibles dans la vie des gens, où ils semblent penser qu'on ne leur permet pas à exercer leurs droits à titre de citoyens, mais ne peuvent même pas exercer leurs droits humains. Ce n'est pas qu'on leur nie leur humanité comme telle, leur capacité d'utiliser toutes les facultés que Dieu leur a données pour pouvoir discuter, débattre, entendre, écouter de la musique, se promener dans la rue, s'habiller comme ils le veulent, de discuter en public, de parler librement avec leurs amis. Ces facultés humaines fondamentales ont été en grande partie refusées à plusieurs personnes dans le monde arabe, et cela depuis 3 générations. Et c'est cette convergence de besoins
matérielle et d'indignité humaine. Voilà pourquoi il y a eu cette immolation. Ce n'est pas simplement lorsque la dame policière l'a poussée et puis il essayait de vendre des légumes, de fait, et puis elle a renversé sa petite brouette de légumes. Il voulait faire vivre sa famille, sa mère. Ce n'est pas pour ça qu'il s'est immolé. C'est parce que là, cette femme policière l'a maltraité. Il est allé au bureau du gouverneur. Il voulait un recours. Et face à ce grief, il pensait tout le temps que c'est le gouvernement qui devait l'écouter, qui devait mettre fin à cet abus de la part de la policière. Il est au bureau du gouverneur. Il n'y a personne qui voulait lui parler. Ils l'ont renvoyé en lui disant « on ne peut rien faire pour vous ». Et c'est ce jumelage de pression matérielle, il ne pouvait gagner sa vie, et l'indignité politique du fait personne n'a voulu l'écouter par le gouvernement. Ces deux éléments, pendant cette période de 24 ans, ont fait en sorte qu'il a senti qu'il n'avait plus aucune raison pour lui de vivre de citoyen de la Tunisie et il s'est immolé. Il est décédé de ces brûlures. Mais c'est un moment où on doit, en rétrospective, tenir compte de ce moment comme étant le début de la deuxième révolte arabe. De la même façon, et en fin de compte, de la même ampleur que Rosa Parks l'a fait en 1953 à Montgomery, en Alabama, lorsqu'elle a refusé de donner sa place dans l'autobus à un blanc. Comme Steve Biko l'a fait en Afrique du Sud, Nelson Mandela, etc. Ce sont des gestes spontanés de personnes. Lech Walesa en est une également. Et ils ont dit non, je n'accepte plus ma propre déshumanisation. Passivement, je n'accepte plus le fait que je suis marginalisée, dégradée, que je suis privée de mes droits. Et cette déshumanisation que m'impose ma propre société, les colonisateurs, ma propre société. Et Hamed Ouazizi, je crois, sera perçu comme étant Lech Walesa, Rosa Parks, une personne dont le geste spontané, et ce n'était pas, de fait, il s'affirmait, c'est ce que ça représentait. Il exprimait son manque d'humanité par rapport à son gouvernement qui lui niait cette humanité et cette certitude qu'il est humain, c'est un citoyen qui a des droits. Il a l'intention de se battre pour ses droits, même si ça signifie qu'il doit s'immoler. C'est ce qu'il a fait. Et spontanément, ça a créé des manifestations, des contestations de par le monde. Ensuite, il y a d'autres satellites qui l'ont repris, des messages cellulaires par Internet, etc. Évidemment, on a un renversement du régime en Tunisie, ensuite l'Égypte, et ainsi de suite. Ça fait boule de neige, et nous voici 6 mois plus tard. Qu'est-ce que cela représente, tout cela? Selon moi, et ça signifie qu'il arrive un moment dans la vie de chaque société collectivement, tout comme dans la vie de chaque individu, et plusieurs d'entre vous avez vécu des moments semblables. Lorsqu'on vous prive de vos droits, à un moment donné, vous dites « ça suffit, je dois faire quelque chose ». Peut-être que vous allez envoyer une lettre au rédacteur, ou vous allez vous promener avec un placard dans la rue, ou vous allez voter pour un autre parti, c'est ce que permet le processus démocratique. Mais lorsque vous n'avez pas ce processus, vous pouvez chercher un recours légitime, alors vous trouvez un autre moyen de le faire. Et voilà ce qui se passe, je crois, partout dans le monde arabe, où les citoyens simultanément essaient de regagner leurs droits, ou pour la première fois, de se prévaloir de leurs droits de citoyens, de reconstituer, ce faisant, leur système politique, de reconfigurer leur système politique, la structure du pouvoir. Si vous tenez compte de ces 4 éléments que j'ai mentionnés, le citoyen, l'individuel, le collectif, l'État et le contrat social, et ces 4 sont réunis, cela devient le moment historique le plus important dans le monde arabe. Depuis la création du monde arabe moderne, il y a de cela 90 ou presque 100 ans, et
C'est la seule période la plus importante parce que ce que vous voyez, selon moi, c'est la première fois où les citoyens du monde arabe et la collectivité dans son ensemble essaient de se définir de façon crédible. C'est un moment où la toute première fois dans l'époque moderne du monde arabe qu'il y a de l'autodétermination chez eux. Cela a débuté avec un jeune homme qui s'est immolé en Tunisie le 17 décembre. Mais de fait, ça a commencé il y a de cela des décennies auparavant. Si vous connaissez le monde arabe, vous avez visité l'Égypte, la Tunisie, la Libye, la Jordanie, etc. Et pendant des décennies, il y a des gens qui se battent pour la primauté du droit, pour l'indépendance de la magistrature, les médias ouverts, les droits des femmes et des enfants, les dispositions constitutionnelles, l'édition de comptes en matière de gestion financière, tous les volets de la vie dans le monde arabe. Et dans chaque pays arabe, sans exception, chacun de ces pays, il y a des individus dans ces pays depuis 40 ou 50 ans qui essaient à l'interne d'apporter les changements voulus, mais n'ont pas réussi à le faire étant donné l'état de sécurité moderne était trop fort et étouffait ces mouvements de la part du peuple arabe qui souhaitait affirmer leurs droits. Et ces gouvernements, de façon uniforme, étaient appuyés par la démocratie principale du monde occidental, ainsi que par les Russes et d'autres. Et ce n'était pas tout simplement une aberration, c'était une entreprise en coparticipation entre des gouvernements autocratiques du monde arabe et plusieurs pays démocratiques du monde occidental, pour des avantages que ce soit le conflit israélo-Égypte ou la guerre froide ou autre. Alors, ils avaient un intérêt, ils voulaient garder un système non démocratique. Et c'était bizarre parce que le monde arabe, jusqu'au 17 décembre, était la seule région non démocratique collective. Tout le monde arabe n'était pas démocratique dans son ensemble. Ce n'était pas le monde islamique, c'était le monde arabe. Ça n'avait rien à voir avec l'islam. Si vous êtes obsédé et vous analysez, l'islam était ça de côté parce que c'est sans importance. C'est le monde arabe où il n'y avait pas de démocratie. Dans le monde musulman, il y avait plus de femmes premiers ministres que le monde occidental l'a eu probablement dans les 30-40 dernières années, la Turquie, le Pakistan, etc. C'est donc la nature non démocratique chronique de tout le monde arabe. Et c'est le fait que la culture politique moderne arabe avait été saisie et contrôlée au plan institutionnel par les services de sécurité. Essentiellement, ça se résume à cela, qui travaillent avec les autorités, l'exécutif. Alors, les États modernes arabes dominent cette région à partir des années 70. Et c'était à ce moment-là, en décembre 2010, les gens ont commencé à se rebeller. Et il y a eu différentes réponses de différents pays arabes. Et il y a eu 3 réponses possibles. La réponse de la Tunisie et de l'Égypte, où le gouvernement s'est enfui. Les services de sécurité ont bien dit qu'ils n'appuyaient pas le gouvernement qui tirait sur leur propre peuple. La deuxième réponse, c'est la Libye, la Syrie yéménie, où les gouvernements ont riposté. Ils ne voulaient pas que ce se passe ce qui s'est passé en Égypte. Ils utilisent la force pour essayer de rester au pouvoir. Et par conséquent, il y a ces conflits qui se poursuivent. Le 3e modèle, c'est le Maroc, la Jordanie, l'Oman. Il y en a 1 ou 2 autres monarchies où il y a une négociation en ce moment où les gouvernements tentent d'acheter les gens en leur donnant beaucoup d'argent ou essaient de négocier des changements. Il se peut qu'il y ait des changements qui se passent en ce qui concerne les monarques, les prérogatives constitutionnelles. Il y a donc ces 3 tendances et, de toute évidence,
Ils définiront cette région pendant plusieurs années à venir. Et ces trois tendances qui se profilent, voilà ce qui se passe. Chaque pays arabe se retrouvera dans une de ces trois catégories. Mais lorsqu'on examine les questions sous-jacentes plus profondes, au-delà des quatre que j'ai mentionnés, il y a des changements réellement historiques en cours. Et selon moi, ce sera le résultat des citoyens et de la citoyenneté que j'ai mentionné d'abord. Il y a le processus de l'autodétermination, que le principe et le consentement qui est accepté pour la première fois dans le monde arabe moderne depuis 100 ans. Et c'est maintenant un principe politique opérationnel. Et la citoyenneté devient un point de référence lentement pour la légitimité de l'autorité publique. C'est un moment extraordinaire qui ne s'est jamais produit dans le passé. Et le volet important de tout cela, selon moi, ce n'est pas tout simplement que les gens insistent pour exercer leurs droits à titre de citoyens et exigent une reddition de compte de la part du gouvernement, mais il y a un dénominateur commun dans toute la région, dans tous les pays arabes, qui a vécu plutôt une révolte à l'interne ou des manifestations, contestations, etc. Il y a un dénominateur commun partout dans la région, et c'est que les gens demandent qu'on apporte des changements constitutionnels. Ils ne demandent pas d'être riches, ils ne veulent pas se venger, ils ne veulent pas qu'on assassine ils veulent des vrais changements, non pas les changements qui avaient été apportés, un semblant de changement, mais ils veulent de vrais changements avec des mécanismes qui permettent de limiter le pouvoir du gouvernement lorsque le gouvernement excède son pouvoir et de s'assurer qu'il y ait des droits fondamentaux. Donc l'autodétermination nationale par le biais de la réforme constitutionnelle, ça c'est le premier changement historique. Le deuxième, je vous en ai parlé, c'est le contrat social. Ce qui est important dans ce contrat social qui est à venir, je crois, c'est que tout d'abord, il y a deux éléments qui sont très importants. D'abord, je vous ai dit qu'il y avait des droits applicables qu'on peut. C'est pas juste une entente entre les gouvernés et les gouvernements. Ceux qui gouvernent et le peuple, l'État et le peuple. C'est pas juste une entente sur certains droits. Il s'agit d'avoir des mécanismes d'application qui soient déjà prévus pour s'assurer que le gouvernement, ou que si les gouvernements et les citoyens n'honorent pas leur partie du contrat, il va y avoir un déclenchement en vertu de la loi. Et ça, c'est la première dimension du contrat social. La deuxième dimension, c'est la question de la justice sociale qui est cruciale. La justice sociale, c'est pas un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est vraiment une question centrale, à mon avis, pour la plupart des gens dans la région. Et on voit des preuves à cela. Si vous prenez le temps d'analyser ce que les gens disent, on a eu des petits éléments déjà dans les années 70, si vous vous souvenez, de la confrérie musulmane, le mouvement islamique dans les années 70. Karam Adela, il voulait la dignité, l'égalité, la justice sociale. Les gens veulent être traités de façon décente. Ils veulent sentir qu'ils ont les mêmes possibilités que leurs concitoyens. Ils ne veulent pas être traités mieux ni pire que les autres. Donc cette question de justice sociale est, à mon avis, quelque chose qui se détache comme un élément crucial du développement et de la mise en œuvre de ce nouveau contrat social. La troisième question qui émerge et qui va se poursuivre, je crois, c'est que parallèlement à la naissance de ce citoyen arabe, de l'opinion publique, de l'autodétermination nationale, nous avons aussi la naissance de la politique. Pour la première fois, depuis longtemps, de façon crédible, on a une politique arabe. On conteste le pouvoir dans l'espace public, dans l'environnement urbain, dans les villes, les hommes, des femmes qui contestent l'exercice du pouvoir que vous tenez pour acquis. Si vous avez eu des élections il y a peu de temps, les élections sont assez animées, les choses évoluent de
de façon cyclique et généralement, ça reflète la volonté de la majorité tout en respectant les droits de la minorité. Et ça, c'est la première fois que ça se produit dans le monde arabe. Et avec cette naissance de la politique, il y a toutes sortes d'acteurs, de protagonistes qui arrivent sur la scène. Certains sont de vieux protagonistes avec un peu des politiciens de la vieille garde, des militants des droits de la personne, de la démocratie, des gens de l'armée, des militaires qui arrivent avec un rôle un peu différent, de jeunes militants, beaucoup de jeunes gens qui étaient dans les rues maintenant sont très engagés, veulent participer à la discussion sur ce nouveau contrat social, la réforme constitutionnelle, l'islam. Si vous regardez la confrérie musulmane en Égypte, subit de gros changements. Les islamistes en Tunisie, le parti Nardaf en Tunisie, ils connaissent, ils sont en concurrence dans une société démocratique et ce n'est plus maintenant le seul parti d'opposition au pouvoir ou à l'élite au pouvoir. C'est un des nombreux groupes qui sont en lice. Les islamistes, donc ça c'est une chose. Le secteur privé s'implique dans la vie politique, c'est clair en Égypte, on le voit ailleurs aussi, la société civile, les juges, les avocats, les professionnels, les groupes de femmes, d'étudiants. Bref, il y a vraiment tout un éventail très vivant, beaucoup de nouveaux protagonistes qui s'impliquent et qui s'intéressent à ce processus de politique. Et ils contestent le pouvoir de façon ouverte. Ça, c'est tout à fait nouveau dans le monde arabe. Ça va prendre un certain temps avant d'aboutir et de s'enraciner. Mais si vous vous souciez un petit peu de la façon dont les frères musulmans vont s'en sortir en Égypte, je vais vous rappeler ce qu'ont fait les Irlandais à Boston et Chicago dans les années 20 et 30. Le système gerrymander, on en a tiré les leçons. Le régime arabe, souvent, c'est inspiré des démocraties occidentales. Il va y avoir des petites phases, des petits accros ici et là, mais la politique démocratique, c'est jamais parfait, mais tant que le processus continue à évoluer, c'est ça qui importe. Il va finir par s'améliorer et avec le temps. Le quatrième gros élément qui va aboutir à la suite de tout cela, c'est un système de démocratie où on demande des comptes et démocratie participative. La démocratie plurielle, les démocraties arabes vont avoir différents tons, différentes saveurs, différentes formes. Il y en a qui auront plutôt une forme plus tribale, une dimension plus tribale. Le Yémen, par exemple, la Jordanie, ce sera un système plus tribal. Le Koweït, les pays où vous avez déjà une société qui est basée sur une configuration tribale. Vous avez des pays où le pan-arabisme sera la tendance. Ailleurs, ce sera l'islamisme. Le mouvement islamiste sera plus fort. Ailleurs, vous aurez des forces de libération des marchés qui vont ressortir et qui vont devenir très puissantes. Dans d'autres pays ou d'autres, vous aurez des démocraties nationalistes autour de l'État, comme on voit en Turquie, où le nationalisme étatique, donc de l'État, un pays plutôt que le monde arabe ou le monde islamique. Donc il y a différents types de systèmes démocratiques participatifs et responsables. Et ce qu'il faut suivre au fur et à mesure que ça va évoluer, c'est en fait 4 éléments cruciaux qui me frappent comme étant importants. D'abord, c'est la relation entre les autorités civiles et les forces militaires. Comment cette relation va s'agencer, ça va être crucial parce qu'en bout de ligne, vous voulez une surveillance civile sur le militaire, mais ça ne va pas se faire rapidement parce que l'armée va dominer, comme on peut le voir en Égypte, mais on veut se retrouver dans la même situation que la Turquie, c'est-à-dire qu'une transition. Avant, c'était l'armée qui dominait tout, ensuite on est passé à un partenariat et maintenant, ce sont les civils qui surveillent tout le reste. Deuxièmement, c'est l'équilibre entre ce qui est séculier et ce qui est religieux, donc le laïque et le religieux. Le monde occidental est un peu obsédé, exagère
l'importance de la religion dans la politique. Bon, on peut comprendre parce que pour bien des gens, et bon, il parle il y a le terrorisme, les gens qui parlent au nom de l'islam, de petits groupes de terroristes criminels comme Ben Laden et autres, en partie aussi à cause de l'animosité historique, les croisades, les islamistes qui ont essayé de prendre contrôle de plusieurs régions. Il y a eu aussi des périodes de colonialisme qui ont mené à beaucoup de colère, de méfiance, de défiance. Donc, les gens au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, ont peut-être des sentiments négatifs à l'égard les uns des autres, mais les gens exagèrent le rôle de la religion dans la région. On a fait des sondages, des études ont été faites dans la région et cela montre que le citoyen moyen du monde arabe se sent, sans un certain engagement envers des valeurs religieuses. C'est une vie personnelle. Ils veulent que la communauté reflète le meilleur de la religion, la charité, la merci, la tolérance, l'amour, la coexistence, etc. Mais ils ne veulent pas que le gouvernement soit dirigé par des autorités religieuses. Mais il faut trouver cet équilibre, ça va être crucial. Ensuite, vous avez le rôle du système judiciaire et des médias. Le système judiciaire doit apparaître comme une entité qui va surveiller les choses, les journalistes aussi. Ensuite, il y a la surveillance financière. Il faut que la société civile ou que les civils puissent surveiller l'entrée et la sortie de l'argent. Donc 6 mois plus tard, nous voici avec ces grandes lignes, ces choses très importantes qui se sont produites, qui vont continuer aussi à évoluer. Mais je crois qu'on a déjà vu les forces motrices à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Le gouvernement qui a répondu à cela, les processus qui ont commencé déjà à se mettre en marche dans certains endroits pour transformer les choses, et ça va se poursuivre dans d'autres endroits. On peut prendre un peu de recul, essayer de regarder un peu toute la région et dire qu'on a aussi connu une grosse transformation. En fait, la dynamique politique la plus importante depuis 35 ans, depuis une génération et demie à peu près, c'est-à-dire les islamistes arabes, la résistance nationale qui résiste à l'Occident, aux politiques, l'Iran, la Syrie, le Soudan, le Hezbollah, le Hamas, les frères musulmans, les nationalistes arabes, tous dans toute la région. Ça transcende les mouvements chiites, séculiers, religieux, fondamentalistes. Ça transcende toutes ces limites qui sont souvent bien exagérées dans le monde occidental. Bon, c'est dû au fait que les gens des médias sont mal informés. Peut-être les intentions des politiciens sont peut-être pas les bonnes. Et quand vous mélangez les deux, finalement, ça fait un cocktail détonnant. Mais donc on a mal interprété ce qui se passe dans la région. Bien des gens du monde occidental ont mal interprété ce qui s'est passé. Mais je crois qu'on a eu cette résistance face à l'Occident, à Israël, ou une partie de l'Occident, pas tout l'Occident, mais ça a créé une confrontation régionale et mondiale. Ensuite, le Liban, la Palestine, l'Irak, le Yémen, le Soudan, où que vous regardez dans la région, il y a des forces qui se battent entre elles et les choses se sont calmées pour l'instant, plus ou moins. Et maintenant, ça a été remplacé par
nouvelle configuration historique de pouvoir et de défiance. C'est-à-dire que c'est une révolte des citoyens pour leur liberté, leurs droits et leur dignité dans le contexte local, et ça vise, l'autorité nationale au pouvoir plutôt que l'Occident ou l'Israël ou les étrangers ou qui que ce soit d'autre. Ça ne veut pas dire que les Arabes ont oublié Israël ou les pouvoirs de l'Occident et le deux poids deux mesures. Non, c'est que maintenant, c'est pas leur priorité, c'est un petit peu mis de côté. La priorité pour eux, c'est plutôt la révolte menée par les citoyens contre leur propre régime national, non démocratique et les opprimants. Ce qui va se passer à l'échelle mondiale va dépendre de l'évolution de cette transition démocratique qui, on l'espère, va se produire. Cette transition, au fur et à mesure qu'elle va évoluer, et je crois qu'elle va se poursuivre, ça va prendre quelques années avant de vraiment se définir, se préciser. Ça a pris 500 ans en Europe pour passer de la Magna Carta, Révolution française, et pour donner aux femmes et aux Noirs le droit de vote et aux peuples indigènes également. Et ce processus a pris longtemps dans le monde occidental. Ça ne va pas prendre aussi longtemps chez nous, mais on aura besoin au moins de 2 ou 3 décennies avant que ce processus ne se pose un petit peu. Les gens ne devraient pas trop mettre l'accent sur les élections au mois de septembre ou octobre qui s'en vient, parce que bien des gens que je rencontre dans le monde occidental exagèrent. Certains aussi dans le monde arabe me disent « Oh, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Les frères musulmans vont gagner les élections, les autres ne sont pas organisés. » Je dis « Écoutez, calmez-vous, les Égyptiens dirigent leur société depuis 5500 ans. Ils savent comment s'autogouverner. Ils savent comment vérifier les choses, comment aussi faire du commerce avec le reste du monde et comment avoir une société productive. Ils savent, ils connaissent l'éthique collective, ils savent comment faire cela. Tout ce qui leur manque, c'est l'occasion maintenant de passer aux actes et il faut les laisser tranquilles, les laisser en paix. Ça s'est fait par des armées qui sont venues de l'extérieur, par les colons. Ne vous en faites pas. Quand vous dites « Oh, les élections de septembre-octobre vont être déterminantes », ce sera plutôt les prochaines, dans 3-4 ans, qui seront les plus importantes, parce que à ce moment-là, le processus de réforme constitutionnelle, d'ajustement, de réforme du système judiciaire, des médias, la société civile, aura vraiment commencé. Une fois que le processus sera en marche, il aura atteint son rythme de croisière, nous aurons une incidence extraordinaire sur bien d'autres pays du Moyen-Orient, l'Iran, l'Israël, la Turquie, les pouvoirs occidentaux, l'ampleur des changements qui vont se produire, et j'espère que ce sera pacifique et graduel, et surtout dirigé par le consentement du peuple. Ces éléments cruciaux, s'ils sont là, s'ils sont réunis, vont nous mener à une meilleure région que celle qu'on a depuis 23 ans. Comme la transition post-soviétique, après Franco aussi en Espagne, en Grèce, après les colonels. Donc ça prend un certain temps, ces transitions, mais qu'est-ce qui se passe après une décennie ou deux, souvent est bien meilleur que ce qu'on avait avant. Je crois que l'objectif ultime, ce n'est pas simplement les droits des personnes, des individus, l'autodétermination, les sociétés démocratiques, mais les aspirations les plus hautes de n'importe quel groupe de personnes qui se voient comme des... Je parle là de pays individuels, que ce soit un pays arabe, islamique. Ça c'est un autre sujet de discussion, mais si vous prenez la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, des pays individuels, la plus grande aspiration qu'ils ont, pour laquelle ils travaillent, dont ils rêvent et dont ils ont lu beaucoup de choses dans les livres, c'est le prix ultime d'un pays arabe souverain. Merci beaucoup. Maintenant, il nous reste pas mal de temps pour échanger. Je voulais peut-être donner à Ravi le temps de
reprendre son souffle après cette brillante présentation, très claire aussi, et un petit peu, qui va à l'encontre des idées reçues occidentales. Le CRDI a été très impliqué dans la région du Moyen-Orient, dans le monde arabe, depuis 40 ans. Depuis notre création, nous avons un bureau régional au Caire, un directeur régional au Caire. Karim Bouchouade est avec nous aujourd'hui. Nous avons soutenu des érudits, des chercheurs arabes sur une base individuelle, des établissements, des universités et à l'extérieur du monde universitaire, y compris aussi l'université américaine à Beyrouth, des réseaux de sociétés civiles, de gens qui œuvrent pour la réforme. Et je dirais que ça a été une dimension très intéressante, même si souvent ça a été assez frustrant. Mais ça a été... Aujourd'hui, nous en ressortons avec un bon sentiment. Le travail des personnes que nous avons aidées au fil du temps a porté fruit. Ils peuvent s'exprimer, exprimer leurs idées, leurs opinions, comme l'a dit Rami, avec bien d'autres citoyens, parce que bien des citoyens maintenant, on voit au chapitre, pas juste l'élite, les élites. Nous avons quelques micros dans la salle. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient poser vos questions, je vais vous demander d'aller au microphone, de vous présenter. Il y aura peut-être une ou deux personnes qui vont vouloir poser leurs questions en ligne. Et à ce moment-là, je vais peut-être avoir besoin de vous interrompre pour lire leurs questions à l'écran. Nous allons prendre 2 questions à la fois. Et ensuite, nous donnerons l'occasion à monsieur de répondre et on reviendra au micro. Monsieur, allez-y, vous étiez le premier. Identifiez-vous d'abord et ensuite posez votre question. Je m'appelle Farouk Aman. Merci beaucoup, Rami, pour votre excellente présentation. C'est grandement apprécié. On reconnaît tous que c'est une révolte arabe menée par les citoyens, mais on reconnaît aussi qu'il y a une influence occidentale là-dedans, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. Ma question est la suivante. Si vous étiez, si le monde occidental vous consultait, si vous étiez, qu'est-ce que vous leur diriez de faire? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire? Très bien, merci. À vous. Merci pour cette excellente exposé de la situation. Vous êtes votre Nona de Bella. Une question à 2 volets. Vous avez parlé de la première révolte. Je sais que il y a eu une série de révoltes locales au XIXe siècle contre les Ottomans. Faisiez-vous allusion à la révolte pendant la Première Guerre mondiale, qui était menée surtout par de petits groupes? Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails là-dessus? Et le deuxième volet de ma question est le suivant. Étant donné l'histoire du XXe siècle et la gouvernance au Moyen-Orient en particulier, et le fait qu'on n'ait pas réussi à établir des institutions de longue durée pour exercer la primauté du droit, comment pensez-vous que ça va aboutir avec cette vague actuelle de ce qu'on pourrait appeler un mouvement populiste ou populaire? Est-ce que ça a une chance d'aboutir, étant donné ce qu'on voit aujourd'hui? Et si ça n'aboutit pas, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous avez espoir? Merci beaucoup. Rami, je vais vous demander peut-être de répondre à ces 2 questions. Je sais que plusieurs gouvernements occidentaux recherchent vos conseils. Peut-être maintenant que vous allez sans nous dire qui ils sont, ce que vous pourriez leur conseiller de faire. Je devrais dire clairement que quand je m'entretiens avec eux, c'est pas à titre de consultant ou d'expert conseil. Ils viennent dans mon bureau, on prend un café, je leur donne des conseils gratuitement. Alors, je vais répondre rapidement pour qu'on puisse continuer et donner l'influence occidentale.
La chose la plus importante pour les gouvernements occidentaux, enfin tous les gouvernements, mais surtout les gouvernements occidentaux qui nous envoient leurs armées ou leur aide, c'est ceux qui ont toujours pénétré le plus notre région. De façon, il faut tout d'abord, de façon assez énergique, leur dire de façon ferme que la quête pour la liberté, il faut qu'ils disent que la quête pour la liberté, c'est quelque chose qu'ils soutiennent sans équivoque. Mais ils ne l'ont pas fait, ils hésitent encore. Les Israéliens et les gouvernements occidentaux ont du mal à voir des Arabes libres et démocrates. Ils peuvent traiter avec des tyrans, des terroristes, des groupes corrompus, des immigrants illégaux, toutes sortes d'Arabes, sauf ceux qui sont libres. Ça prend un certain temps, et même certains groupes de la société civile n'arrivent pas à accepter cela. Donc d'abord, juste dire comme ça directement, nous soutenons cette quête pour la liberté, quelles que soient les personnes, sans équivoque. Ensuite, regardez les sociétés, étudiez-les, regardez différents acteurs et protagonistes et offrez votre aide. On veut vous appuyer dans ce que vous faites et suivre la volonté de la majorité tout en protégeant les droits de la minorité. Il faut être humble, être généreux, mais en toute humilité, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Voilà les deux principales recommandations que je ferai. Quand j'ai parlé de la première révolte arabe, c'était en termes très généraux. Il y a eu toute une série de révoltes anti-ottomanes, anti-coloniales, en Syrie, en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Palestine. Toutes sortes de choses se sont produites entre 1880 et 1925-1930. Et toutes combinées, c'est ça que j'ai appelé la première révolte arabe. Cette quête pour la liberté, et contre celui qui vous opprimait, qui vous privait de cette liberté, les Ottomans, les puissances coloniales occidentales européennes. Donc c'est ça que je voulais dire quand j'ai parlé de première révolte. Et il y a eu ensuite des révoltes qui se sont poursuivies. C'est pas juste un événement épisodique. Les gens ont lutté pendant des décennies pour la démocratie, les droits de la personne, pour la reddition de comptes, mais surtout sans aboutir, sans réussir. Mais la primauté du droit, d'abord, existe déjà, dans une certaine mesure, pour la plupart des musulmans, à cause de la charia. La charia la charia, c'est un mot qui fait peur aux Occidentaux. Dans les États-Unis, c'est un mot qui fait peur. Les États américains adoptent des lois contre la charia, la loi de la charia, mais ils ne savent pas que si Martin Luther King était ici aujourd'hui, il dirait « enfin libre ». Allahu Akbar, nous sommes libres enfin parce que Allahu Akbar, c'est le Dieu tout-puissant. C'est un système juridique de justice, de reddition de comptes, d'égalité, une combinaison de charité et de pitié, ou de pitié. C'est ce que Dieu dit à tout le monde, que vous soyez chrétien, musulman, juif, bouddhiste, au moins dans la foi d'Abraham, il y a le concept de primauté du droit qui est vraiment enraciné dans l'éthique religieuse. Pas juste l'éthique religieuse, mais aussi ce qui est inspiré par le divin. Et parfois, ce que dicte Dieu a dicté cela à ses prophètes, Jésus, Mohamed, Elijah, Amos, pour contrer l'oppression, l'abus de pouvoir. C'est pas juste une petite note en bas de page dans la Bible, c'est ce que Dieu leur a dit de faire. Si vous croyez, si vous avez la foi d'Abraham, Dieu a dit à ses prophètes de lutter contre l'injustice et c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est codifié, ça a été transmis de génération en génération dans la primauté du droit, que vous appelez ça la charia ou les 10 commandements ou ce que vous voulez, ça signifie la même chose. Donc à un moment donné, la primauté du droit, c'est de façon inhérente inscrit dans la vie des musulmans, des chrétiens, des juifs dans toute la région. Ensuite, ce sont des sociétés qui ont des milliers, des millénaires d'expérience, qui savent comment diriger les choses en zone
dans un environnement urbain ou rural. Des pays comme l'Égypte, le Liban, la Tunisie d'une certaine façon, le Koweït, des décennies et des décennies d'expérience, d'avocats, de juges, de gens des professionnels, des ingénieurs, des hommes d'affaires, des gens d'affaires, qui savent comment vivre, appliquer la primauté du droit. C'est comme ça que leur profession s'est développée. Donc moi, je ne me fais pas de soucis à propos de la primauté du droit qui va être mise en œuvre si les gens ont l'occasion de le faire. Et on peut le voir déjà en Égypte et en Tunisie, les deux meilleurs laboratoires que nous avons. On se concentre beaucoup sur ces dispositions constitutionnelles et les mécanismes d'application de la primauté du droit. Merci, Rami. Monsieur, bonjour. Chris Tucker. Il y a une époque où le monde arabe dirigeait le monde en sciences, technologie, innovation. On a atteint un point aujourd'hui où certains, exploitent le pétrole. L'Égypte a été un exportateur de coton, de pétrole. Maintenant, est un importateur net de nourriture, de denrées. Donc, ça ajoute une autre couche de complications à cette révolte arabe. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir protéger les intérêts des gens de façon démocratique quand il est difficile de trouver des produits bruts, des denrées pour que les gens s'alimentent et aussi gagnent leur vie? Merci. Bob Odé. 2 commentaires. Vous avez dit que la réponse du régime, c'était soit on abandonnait, soit on opprimait ou on négociait. En Syrie, il y a une combinaison des deux. Il y a la répression et on négocie pour espérer que la répression va diminuer. Vous semblez avoir décrit ces mouvements à une échelle locale, sans influence américaine ou européenne. Mais il y a une influence européenne et américaine. Rien de l'Asie, par contre, du Japon, de la Chine ou de la Russie. En tout cas, pas de façon ouverte. Merci. Merci, Rami. Les éléments de stress économique posent effectivement une menace. J'ai mentionné cette combinaison critique d'éléments de stress matériel et d'indignité tangible, concrète. Les gens peuvent vivre dans la pauvreté ou avoir des besoins matériels pendant bien longtemps. Si ces personnes ont suffisamment de possibilités, d'occasions de permettre de surmonter la pauvreté, la subjugation, la discrimination, et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'à court terme, les éléments de stress économiques joueront un rôle et permettront peut-être à certaines des forces plus conservatrices de dominer les processus de transformation. Par exemple, les forces militaires diront bon, ça suffit, on doit permettre la reprise de l'investissement de l'étranger ou le tourisme. Et voilà où il y a cette réunion de collectivités, d'entreprises, sociétés civiles, les militants, les frères musulmans. Il faut qu'il existe des coalitions dans plusieurs de ces pays, comme on l'a vu en Égypte et en Libye, où ensemble, ils essaient de bien rapidement redémarrer la croissance économique. Mais il y a une chose fascinante que nous devons garder à l'esprit, et c'est les rapports entre la croissance économique et les ressentiments politiques en Tunisie et en Égypte, d'après des études qui ont été faites, des études de haute qualité qui sont effectuées 2 fois par année. Gallup a fait une analyse de la Tunisie et de l'Égypte qui révèle que pendant la période 2005 à 2010, les 5 ans qui ont précédé la révolte, le PIB
en Égypte était assez important, 5 années, 5-6% par année dans plusieurs cas. Mais les jeunes âgés de 15 à 19 ans, la possibilité qu'ils avaient leurs droits, leur bien-être pendant cette période diminuait constamment alors que la croissance augmentait constamment. On doit tenir compte de ce jumelage d'indignité politique et de croissance économique de façon bien sérieuse pour comprendre comment les deux ensemble sont importants, non seulement les facteurs économiques ou politiques. On peut avoir des pauvres, mais si les pauvres ont l'impression qu'ils sont traités de façon décente, vous n'aurez pas de révolution. Ou si vous avez des riches et que c'est ça, les gens ne sont pas distribués de façon équitable et c'est là où la justice sociale entre en ligne de compte, alors là, vous aurez des problèmes. La question de la Syrie maintenant. Et là, vous allez me poser des questions au sujet de la Syrie. Et vous avez raison. Il semble y avoir de la négociation et des luttes, mais les négociations n'ont pas réellement, n'ont pas été entamées de façon sérieuse. Il y a eu 3 discours depuis 3-4 mois. Essentiellement, on dit la même chose. Et la même chose qu'on a répété il y a 4-5 ans, réforme politique, etc. Et le tout n'a pas réellement démarré. Il faut attendre. De plus en plus, il est difficile de faire de la négociation politique sérieuse pour des réformes suffisamment sérieuses pour atténuer la révolte. L'occasion y était, on n'en a pas profité de l'occasion assez rapidement. C'est possible, toujours possible. Je pense que il y a toujours le temps parce que sinon ce serait une catastrophe pour tout le monde s'il n'y avait pas de démocratie en Syrie. Mais s'il y a démocratie, ce sera merveilleux pour tous, surtout les Syriens. Et la question de l'influence du monde occidental et non de l'Est, l'influence de l'Ouest, c'est difficile de juger en ce moment. Pendant des décennies maintenant, les gouvernements occidentaux et les ONG, les groupes de société civile et les partis politiques et les militants travaillent avec plusieurs personnes dans le monde arabe pour faire la promotion des droits de la personne, de la démocratie et ainsi de suite, et sans avoir aucun impact du tout. L'impact, c'est lorsque ces jeunes se sont retrouvés dans les rues et ont contesté leur gouvernement. C'est comme les jeunes qui sont allés en 62 à Birmingham, en Alabama, qui ont fait face à la police. Et voilà où on a eu les droits civils. Ce n'était pas les 100 années qui avaient précédé aux États-Unis ou la guerre civile. C'était des groupes de citoyens qui ont demandé un traitement égal. Alors, l'influence de l'Ouest, il est bien évident que l'Occident a individué des personnes de façon sérieuse, même pas si globalement ce n'est pas trop important. Il y a des gens qui voyagent, qui travaillent avec des ONG et il est bien évident qu'ils ont appuyé, mais n'ont pas réellement influencé ou changé les partis politiques. Il faut attendre, faire plus de recherches pour avoir une réponse plus définitive. Et dans l'Est, le monde oriental, il ne participe pas à la politique. Il participe plutôt aux ressources naturelles et au commerce. C'est leur vision de diplomatie ne fonctionne pas comme fonctionnent plusieurs des pays de l'Occident. Je vais demander aux personnes au micro d'y rester, mais je ne veux plus personne au micro, puisqu'il y a plusieurs personnes en ligne qui ont aussi des questions à poser. Et il nous faut terminer notre séance très bientôt. Les 2 questions en ligne se rapportent des points que vous avez déjà abordés, Rami, et voilà. Nous discuterons de ces points. Et puis ensuite, nous passerons au micro, le monsieur à ce micro qui a été patient. La première question de Jean-Va est la suivante. Croyez-vous qu'il y aura des contre-coups de les démocraties émergentes sur les gouvernements de l'Occident qui sont perçus comme ayant appuyé des leaders autocratiques dans le monde arabe? Deuxième question, on revient à la Syrie qui est une question importante en ce qui concerne le Liban. Quelles seront les perspectives si le régime s'effondre à Damascus? Et merci, Monsieur Rami. Très optimiste, votre présentation. Je suis au Canada, vous savez. Oui, il faut que je sois optimiste.
Ici. Oui, oui, je sais bien. La deuxième révolte. On sait qu'il y a eu une première révolte en 1916 qui s'est terminée avec Sykes-Picot et la division de la région et ainsi de suite. Mais il y a plusieurs observateurs qui sont d'avis et qui croient que là aussi, il y aura un autre Sykes-Picot. Et on a remarqué, de fait, en Irak, qu'il y a cette division et qu'au Soudan, il y a une division, au Yémen, on parle de séparation également. Et même en Libye, il parle également de diviser Est-Ouest en Libye. Qu'est-ce que vous pensez? Puisqu'il ne croit pas que seulement la mort d'Abu Aziza pourrait mettre fin à ce qui se passe également dans le monde arabe. Cette fermentation existait même avant et attendait l'étincelle. Est-ce que vous... Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Je devais ajouter que la question sur le Liban a été posée par Andrew Robinson auparavant. Il est ambassadeur canadien au Liban. Alors, à vous, Rami, ces 3 questions et nous reviendrons aux dernières questions. Merci d'avoir été patient. Maintenant, le retour de manivelle contre les gouvernements occidentaux, je ne crois pas que cela se produise. D'abord, les personnes qui font partie de cette transition dans la région, si cela réussit, seront tellement occupés et tellement heureux de reconfigurer leur pays, auront d'énormes défis devant eux, au plan économique, environnemental, etc., qu'il n'y aura aucun temps, n'auront pas le temps d'avoir du ressentiment contre les pays occidentaux. Et cette colère contre les gouvernements occidentaux qui appuient soit le dictateur arabe ou qui était d'accord avec les politiques de colonisation, cette colère est contre certaines politiques. Si les gouvernements occidentaux changent leur politique et se comportent et respectent la primauté du droit, à ce moment-là, le peuple leur pardonnera. Et je pense qu'il y a un élément important de pardon dans la foi islamique, mais ça dépend de la façon dont les gouvernements occidentaux se comportent et aussi comment évoluent les pays arabes. Mais on n'en entend pas beaucoup parler en ce moment. On ne parle pas beaucoup du gouvernement de l'Occident, de l'Israël ou de l'Iran. Les gens ne se concentrent pas là-dessus. Ils veulent plutôt construire de meilleures sociétés, de prendre en main leur vie. La question du Liban et Andrew, où êtes-vous? Je vous salue. La question du Liban. Les conséquences d'un effondrement possible en Syrie seraient énormes pour toute la région. La Syrie, c'est comme la banque qui est trop importante pour faire faillite en Moyen-Orient. Il y a tellement au plan économique, politique, militaire, sectaire, ethnique, religieux, environnemental et structurel, tellement de liens avec chaque intervenant important de la région, l'Irak, l'Iran, la Turquie, l'Israël, le Liban, le Hezbollah, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les États-Unis. Chaque intervenant important dans la région, la base et ainsi de suite, sont liés d'une façon quelconque à la Syrie. Les conséquences d'un effondrement soudain font réellement peur à plusieurs personnes. Voilà pourquoi certaines personnes du monde occidental ne veulent pas risquer le type de problème qui pourrait surgir dans une situation comme celle de la Libye et marcher sur des œufs face à la Syrie, mais l'impact sur le Liban serait énorme, étant donné tous les liens entre les groupes politiques dans les 2 pays. Et vous avez également la semaine dernière des tensions au Tripoli, au Liban, parce que vous avez des enjeux sectaires qui, selon moi, sont un peu exagérés. Les gens parlent des sunnis, des arméniens, des chrétiens, des kurdes. Je pense que c'est vrai, ces problèmes existent. On doit s'y pencher, mais selon moi, c'est exagéré. Mais cela a déjà débordé dans le nord du Liban. Et il y a des réfugiés aussi, comme on l'a vu dans les parties du Liban et en Turquie. Alors l'impact sur le Liban serait énorme, mais nous devons accepter qu'à long et à moyen terme,
les pays arabes démocratiques sont bons pour les pays et sont bons pour les voisins, y compris l'Israël, la Turquie et enfin l'Iran. Je pense que l'Iran vivra ce processus à un moment donné de façon différente, mais le tout a déjà démarré il y a quelques années. Voilà pourquoi les régions arabes démocratiques dans l'intérêt véritable de tous. Ensuite, les divisions, ça explique. Je pense que la première révolte arabe, c'est une révolte plutôt d'élite. Dans certains cas, ce n'était pas aussi répandu que cela. Ce n'est pas une révolte populiste, c'était contre des gens de l'étranger qui occupaient le pays. Je ne suis pas historien, mais selon moi, ce qui se passe en ce moment, c'est un processus où toute la collectivité de citoyens exprime leur point de vue de façon plus claire et mènera peut-être à décision dans le monde arabe. Je pense que c'est une partie, c'est un point assez délicat. Il faut faire bien attention. Les gens étaient fort heureux lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la Tchécoslovaquie a été démantelée, on a créé la Géorgie, la Lituanie est devenue indépendante et ainsi de suite. Il y a eu une reconfiguration importante des frontières, des États, des souverainetés. Et on ne s'en est pas plaint, outre mesure, puisque c'était conformément aux souhaits des citoyens dans la plupart des cas. Il y a eu des guerres, évidemment, en Yougoslavie et ailleurs. Mais le principe le plus important, selon moi, et c'est plutôt le consentement, autodétermination crédible. Et ici, les citoyens décident de diviser le Soudan en deux. Si c'est ce que souhaite le peuple, on doit leur accorder la permission. Il y a plusieurs personnes dans le monde arabe qui ne sont pas d'accord avec ce point de vue, mais si c'est le peuple même qui s'en charge, je crois que nous devons appuyer l'autodétermination nationale qui est honnête et qui est claire. Si les pays se séparent parce qu'on n'a jamais dû les réunir, la plupart de ces pays n'ont pas été créés par leur peuple, ils ont été créés quelquefois par des pouvoirs coloniaux européens qui étaient sous, donc ivres de pouvoir et ivres réellement ivres au cognac. Alors, et souvent ces pays n'ont pas été créés par leur propre peuple. Alors, merci Rami. Ardit Mawson, merci pour votre excellente présentation. Il y a deux facteurs sur lesquels j'aimerais vous poser une question pour savoir ce que vous pensez de l'incidence sur les 20 prochaines années. Bon, le processus de démocratisation va évoluer. D'abord, la tendance démographique. Vous avez la partie grandissante, le nombre grandissant de jeunes. Bon, on s'approche des 9 milliards d'habitants sur la planète. Dans les pays arabes, il y a une grosse croissance démographique. Et ensuite, il y a aussi les limites, les contraintes environnementales, la dégradation, la désertification, la déforestation. L'eau aussi qui est limitée, c'est un grave problème. Une ressource finie qui est limitée, donc il y a une population grandissante, mais une ressource limitée. Donc vous en avez parlé un petit peu, mais au cours des 30 prochaines années, les tendances vont aller dans les mêmes directions. Les limites environnementales, de plus en plus de demandes, une population de plus en plus jeune avec des attentes très élevées. Quelle va être l'incidence de tout cela sur l'évolution du processus démocratique? Merci, monsieur. Sylvie Watson, merci beaucoup pour cette présentation très humaine, émouvante et intéressante. À votre avis, quel serait le facteur le plus important qui pourrait être le moteur du changement dans la région arabe? Les deux dernières questions. Les personnes sont debout depuis un certain temps. Je crois qu'on va vous prendre vos questions dès maintenant et on répondra aux quatre en une seule fois. Child Shepherd, CRDI. Vous avez parlé un petit peu de l'Iran dans une de vos réponses. Je sais que ce n'est pas un pays arabe, mais c'est intéressant. Bien des jeunes ont suivi avec les médias sociaux ce qui s'est passé. On a peut-être exagéré aussi la situation, mais on a vu la révolution ou la tentative de révolte iranienne comme une révolution manquée. J'aimerais savoir si dans cette région, la répression, l'oppression qui a suivi a plutôt muselé les gens ou les a encouragés.
J'étais plus surpris par la réussite de cette tentative parce que j'ai vu, en dépit de l'utilisation des mêmes choses, j'ai pas vu la même répression. Ciro Bellos, ancien membre de l'Université américaine de Beyrouth, merci pour votre présentation. Je viens de la région, je connais la région et j'ai trouvé votre présentation très optimiste. Ça m'a un petit peu redonné espoir. J'espère que vous avez raison. Ma question est double. D'abord, je me demande comment vous envisagez comment les choses vont évoluer en Arabie Saoudite et en Tunisie. Avez-vous eu accès à beaucoup de documents pour ce qui est de la collaboration directe ou indirecte entre les différents mouvements du pays? Merci. À vous de répondre. Je suis impressionnée par le fait que vous regardez beaucoup de hockey à la télé, donc je vois que vous vous en tenez vraiment au temps imparti. Alors, je vais les prendre dans l'ordre inverse. Alors, il y a eu et continue à y avoir une grande collaboration entre des petits groupes de jeunes militants dans la région. Ça, c'est tout à fait documenté, on le sait. Les gens de l'étranger aussi ont été impliqués, parce que les communications sont faciles maintenant dans le monde entier et les valeurs que les gens partagent, bien écoutez, c'est des valeurs communes à la plupart des êtres humains. On ne veut pas habiter dans un État où on est opprimé, on veut être libre. Donc quand les gens font des progrès et apprennent à peut-être font face à des gaz lacrymogènes ou et les gens font des manifestations en nuit en Égypte ou en Tunisie. Si vous faites vos manifestations la nuit, les policiers sont fatigués, ils ont déjà tabassé pas mal de gens pendant la journée. Après, ils ont hâte de rentrer chez eux pour aller se coucher à 2 heures du matin. Ils sont trop fatigués, ils n'arrivent plus à maintenir l'ordre. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans les pays arabes, surtout en Syrie, la façon dont les gens ont pu transmettre les vidéos, c'est des choses que les gens ont appris les uns des autres. Donc la collaboration vraiment porte fruit. Il y a beaucoup de travail aussi, de recherche, d'études qui sont faites pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est important surtout, c'est ce que les gens veulent. Je crois qu'il faut vraiment comprendre les véritables forces motrices du processus. Moi, j'ai essayé de vous donner ma propre analyse, mais c'est quelque chose que des chercheurs en sciences sociales vont devoir étudier de plus près. L'Arabie Saoudite et l'Algérie, bon, ils ont eu la première révolution d'indépendance. Au début des années 90, ils ont eu des élections démocratiques. Les Français, sont intervenus et l'Occident a du mal à traiter avec des Arabes libres et démocratiques. C'est un problème qui date de longtemps. C'est pas tout nouveau. Les Algériens ont aussi des problèmes dans leur pays depuis des années. Le Maroc est dans une situation semblable de bien des façons. C'est fascinant de voir que ça a commencé en Afrique du Nord, au Maghreb, parce que les régimes d'Afrique du Nord, pour une raison ou une autre, et je ne veux pas non plus me lancer dans des conjectures ici, mais ont été assez brutaux. Et donc cette révolte a commencé en Tunisie, ensuite s'est propagée en Égypte, mais en Algérie, ça a commencé avant tout le monde, tout le reste. Et il y a eu des manifestations, le gouvernement a fait certaines concessions, ils ont essayé de négocier, menacer, de les acheter. Bref, le processus en Algérie, je crois, va prendre un peu d'élan. Il demande que ça aboutisse par des manifestations dans les rues ou des négociations. On ne peut pas le prévoir. L'Arabie saoudite est différente. La famille au pouvoir a dépensé 130 milliards de dollars, milliards, je répète, pour accorder des avantages à tous ses citoyens. Donc c'est une tentative très claire de calmer la situation. Vous n'avez pas de révolte massive en Arabie saoudite. Vous avez deux questions différentes. Les chiites dans les provinces de l'Est
qui ont certaines doléances, et vous avez les griefs un peu moins politiques, la discrimination qu'il va falloir résoudre, et les problèmes de pauvreté ici et là, qui sont assez limités. Mais le plus gros problème, c'est les Saoudiens riches, éduqués, de très bons soins médicaux, mais qui veulent être un peu plus impliqués dans la façon de gouverner leur pays. Donc la nature des demandes, des doléances sont différentes de ce que vous avez en Égypte et dans d'autres pays. Chaque pays arabe a connu une forme ou une autre de cette manifestation. Les femmes qui ont commencé à conduire en Arabie Saoudite la semaine dernière, c'en est une preuve. L'être humain pense ne pas être privé de ses droits fondamentaux. Les Iraniens, pour leur part, bien entendu, ont eu leur révolution contre le Shah. Et maintenant, 32 ans plus tard, la majorité des jeunes Iraniens n'étaient pas vivants quand le Shah a été renversé. Ils ne ressentent pas la révolution iranienne comme ceux qui y ont participé. Donc, j'ai été en Iran pour la première fois l'année dernière. Il y a un problème assez clair en Iran. La situation, comme en Syrie et ailleurs, c'est que vous avez des gens qui remettent en question la légitimité du gouvernement, mais vous en avez aussi beaucoup qui appuient le gouvernement. Ce n'est pas juste quelques dictateurs avec leurs troupes et leurs armées. Vous avez 20 ou 30 millions de personnes en Iran qui appuient le gouvernement. Même chose en Syrie. Des millions, plusieurs millions de personnes, je ne sais pas exactement combien, mais des millions de gens qui appuient le gouvernement. Donc, ce sont des luttes internes qui vont être intenses et qui vont se résoudre au fil du temps. Il se pourrait qu'un incident mette le feu à une révolte nationale et que le gouvernement s'effondre pour des raisons que je vous ai mentionnées. La sécurité, à cause de la structure, le gouvernement risque de s'effondrer. Ça pourrait se produire en Iran ou en Syrie, mais les risques sont assez minces. Il se pourrait beaucoup plus qu'il y ait un processus prolongé avec un stress économique, une mobilisation politique interne et ensuite plus de pressions externes, un processus à la Helsinki comme ce qu'on a vu avec l'Union soviétique. Bref, il y a toutes sortes de façons dont les gouvernements pourraient changer sans nécessairement être déboutés de façon violente ou être renversés. Le facteur le plus crucial, à mon avis, qui pourrait être le moteur du changement, je ne sais pas si vous vouliez parler d'un facteur externe ou interne, mais je crois que pour ce qui est du facteur interne, c'est le soutien des services de sécurité. Le régime au pouvoir ou les autorités au pouvoir ont beaucoup de pouvoir, en partie grâce à ces services de sécurité qu'ils ont bâtis et développés depuis les années 60. Ça, c'est le facteur le plus important à mes yeux qui pourrait mener à de rapides changements. Maintenant, pression externe ou facteur externe, ce serait plutôt la délégitimisation politique. En Libye, c'est clair. Bon nombre de groupes internationaux de gouvernements reconnaissent le Conseil de transition en Libye. Ce genre d'intervention externe, à mon avis, vient éroder la légitimité du gouvernement. Que ce soit une érosion interne ou externe, ces gouvernements vont être renversés. Les jeunes, les changements démographiques et les problèmes environnementaux. Les problèmes environnementaux, je crois, sont tous... on peut toujours y trouver une solution. Moi, je suis très optimiste. Je parle du développement dans mes articles depuis plus de 40 ans, de l'eau. Je crois que les problèmes environnementaux ont tous des solutions techniques ou politiques. L'eau, surtout, c'est une des questions les plus faciles à résoudre. Souvent, l'eau est gaspillée dans les tuyaux. 50% des puits en Jordanie et dans d'autres pays ne font pas l'objet d'un permis. Donc, il y a une mauvaise gestion des ressources hydrauliques de l'eau.
Si les gens s'en servaient mieux, les utilisaient mieux, bon, on se sert de l'eau, 70% de l'eau pour irriguer des vergers, des fruits, c'est une façon assez... c'est un gaspillage d'eau. Bon, bref, l'allocation de l'eau, les solutions à ces problèmes environnementaux, c'est des solutions à portée de main. Si vous avez un gouvernement crédible et efficace, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant. La question des jeunes est fascinante, question démographique. Ça a été une révolte menée par les jeunes, pas une révolte de jeunes, mais une révolte menée par les jeunes. C'est les jeunes qui ont démarré. D'après les études menées dans le monde arabe, on voit très nettement, très clairement que tous les sentiments exprimés par les jeunes sur le manque de foi envers leur gouvernement, ils ne font pas confiance au système judiciaire, aux médias, tout est documenté. Ces opinions sont partagées par les adultes, à une exception près, qui est la pension. 30% des jeunes arabes de moins de 30 ans veulent émigrer de façon permanente. Au Maroc et en Tunisie, ça atteint même 40-42%, un chiffre très important. Mais dans le Golfe, en Arabie Saoudite, c'est 3 ou 5%. Donc là, vous avez deux mondes arabes. Il n'y a pas un seul. Vous avez d'abord les États riches et le reste. Les jeunes adultes sont tous d'accord, ils sont mécontents. Il y a aussi des facteurs positifs qu'il ne faut pas écarter. Il ne faut pas toujours se dire que tout est catastrophique. Les jeunes du monde arabe se sentent fortement ancrés dans la société. 85 à 90% des jeunes personnes sondées, des jeunes adultes, pensent qu'il y a quelqu'un, des gens auxquels ils peuvent s'adresser en temps de besoin. S'ils ont besoin d'argent, d'une opération, d'un emploi, il y a des gens dans leur famille, dans leur collectivité, au gouvernement, vers qui ils peuvent se tourner. Ils ne se sentent pas vulnérables et seuls ou laissés pour compte. 85 à 90% des jeunes font confiance à leur organisation religieuse. La plupart, bon, musulmanes, mais il y en a aussi chrétiennes. Donc vous avez ces mécanismes d'ancrage et de soutien solide, mais aussi le mécontentement. C'est une des raisons pour laquelle la révolte ne s'est jamais produite auparavant. Les jeunes ont été les déclencheurs de cette révolte parce que ce sont les plus vulnérables. Quand vous avez cette convergence de besoins matériels et de dignité politique, les jeunes, à mon avis, sont une ressource qu'on n'a pas encore exploitée. Si ces gouvernements pouvaient commencer à raviver un peu l'activité économique, ces jeunes, vous avez ici 30 ou 40 millions de jeunes éduqués, instruits entre 15 et 25 ans, ou 18 à 30 ans, qui sont instruits, qui ont hâte de travailler, qui sont en bonne santé et qui vraiment ont hâte, qui meurent de s'impliquer dans la vie de la société pour donner tout ce qu'ils ont, mais qui n'ont pas encore eu la chance, l'occasion de le faire. C'est un bien, une ressource très précieuse. Il y a beaucoup de demandes. L'occasion, quand vous avez 40 ou 50 millions de jeunes, avec tout l'argent qui est disponible dans le monde arabe, si on avait un système ouvert où les démocraties s'ouvraient au commerce comme en Europe après les années 50, donc le potentiel d'intégration régionale, de développement régional qui serait bon pour tous, c'est énorme. Si vous avez des dirigeants intelligents, légitimes à la tête de ces pays, que vous avez des conditions de véritable souveraineté sans interférence ou ingérence externe, cela mettra fin, on le pense, au conflit israélo-arabe. C'est un des conflits les plus déstabilisants, destructeurs de la région. Il faut trouver une issue qui soit aussi bien équitable pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Et il faut... Bon, merci beaucoup, Rami.